Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. C'est ma première participation à une réunion de la SFEPM, donc je suis très content de voir qu'il y a une belle affluence. Et donc moi je m'appelle Olivier Plantard, je suis chercheur INRAE. Donc je travaille dans une équipe qui s'appelle Ticks and Tick-Borne Disease, qui appartient à l'UMR Bioépar, située à Nantes, sur le campus de l'école vétérinaire. Donc une UMR entre INRAE et ONIRIS. Donc je vais vous parler de tiques et de petits mammifères, de biodiversité, de pathogènes et puis de travaux de recherche actuellement sur ce sujet. Donc pour commencer en introduction, je rappellerai une conversation qui a été rapportée entre deux grands noms de l'écologie en France, Robert Barbeau et Claude Combes. Claude Combes qui est un grand parasitologue qui a beaucoup travaillé sur les interactions durables et il rapporte que, en fait, en voyant un pigeon sur une place comme ça, Claude Combes disait bah, toi tu vois un pigeon, mais en fait moi je vois un véritable zoo de parasites. Quand je vois un pigeon, c'est une véritable communauté de parasites avec des insectes, des tiques, des protozoaires, des virus, des bactéries. Donc voilà, mon idée aujourd'hui c'est de vous présenter comment je vois les petits mammifères depuis l'œil d'un parasitologue. Alors, je ne vous parlerai pas de tous les parasites parce qu'ils sont extrêmement nombreux. Il y a déjà énormément d'insectes qui sont ectoparasites, donc des puces, des poux, des diptères. J'en profite pour signaler le travail de sciences participatives de Pupipo sur les mouches pupipares qui fait un excellent travail grâce à vos récoltes notamment. Donc, je ne vous parlerai pas d'insectes aujourd'hui, mais je vais vous parler d'acariens, donc un autre groupe d'arthropodes, pas des mandibulates, mais des chélicérates. Et au sein de ces acariens, là aussi, il y a une très grosse biodiversité, plusieurs dizaines de milliers d'espèces d'écrits. Aujourd'hui, je ne vous parlerai que d'un ordre, l'ordre des Ixodidae, les tiques, donc qui sont des géants parmi les acariens, puisque certaines, une fois gorgées, font jusqu'à 2 cm de long, donc c'est vraiment très très gros pour des acariens. Alors les tiques, il y a plus de 900 espèces actuellement décrites dans le monde, et puis de nouvelles décrites tous les ans. Il y a 3 familles présentes, et on pense que ces 3 familles, enfin même une 4e, se sont diversifiées il y a environ 150 millions d'années, à peu près à la même période que les groupes de dinosaures à plumes se diversifiaient sur la planète. Ça, on le sait notamment à partir de données de tiques préservées dans l'ordre, avec encore des plumes de ces dinosaures. Et donc, il y a encore pas mal d'espèces sur les 900 espèces connues actuellement. Là, j'ai essayé de faire une répartition des différents groupes d'hôtes utilisés par les tiques. Il y en a encore pas mal, un quart, on va dire, qui sont vraiment inféodés aux oiseaux. Mais les 2 tiers sont plutôt associés aux mammifères. Et au sein des mammifères, les rongeurs, au moins 10%, sont vraiment inféodés Enfin, il y a des espèces de tiques qui sont inféodées aux rongeurs, et c'est un nombre qui est sous-estimé, parce qu'en fait, beaucoup des espèces associées à des ruminants, par exemple, ont leur stade immature, qui vont faire leur repas de sang sur des rongeurs. Quelques éléments sur le cycle, en prenant l'exemple de l'espèce la plus fréquente en Europe, Ixodes ricinus. Donc, c'est un cycle avec 3 stades, larve qui donnera une nymphe qui va donner des adultes, donc mâle et femelle s'accouplent. La femelle va faire un dernier repas de sang. Dans le cas d'Ixodes ricinus, c'est nécessairement un mammifère de relativement grande taille, puisqu'elle va faire 100 fois son poids à l'issue de ce repas de sang. Et elle va pondre plusieurs milliers d'œufs, c'est comme ça que le cycle est bouclé. Donc pour ce qui concerne les larves, on voit ici que les micromammifères ont un rôle majeur pour le gorgement du stade larvaire chez cette espèce, d'où son importance. Donc elles transmettent les tiques, c'est un petit peu le record en termes de diversité de pathogènes transmis. Les moustiques sont à l'origine du plus grand nombre de maladies vectorielles dans le monde, mais sous nos latitudes, ce sont les tiques qui ont le plus d'importance. Et elles transmettent une grande diversité d'agents pathogènes, des virus, des bactéries, des protozoaires et même des nématodes. Il y a des filaires, par exemple, une filière spécifique du chevreuil qui est exclusivement transmise par les piqûres de tiques. Alors, je pense qu'ici, parmi vous, dans cette assemblée, il y a pas mal de personnes qui font partie de cette catégorie de travailleurs. Donc en anglais, ils parlent de Nature Management Workers. Et donc aux Pays-Bas, ils ont fait une étude en analysant le sang d'une cohorte de plus de 500 personnes et en essayant de voir s'il y avait des anticorps d'agents pathogènes transmis par les tiques. Et en fait, il y a près de 50% en fait, de ces personnes qui présentaient des anticorps contre différents agents pathogènes transmis par les tiques. Le premier étant Borrelia burgdorferi, donc l'agent de la maladie de Lyme, donc des borrélioses.
voilà, et puis d'autres pathogènes. Mais voilà, le message, c'est que voilà, de par vos activités, vous êtes forcément très exposés, donc faites attention, inspectez-vous de retour de vos sorties sur le terrain. Alors si on se refocalise sur les micro-mammifères, il y a 4 espèces principalement de tiques qui sont associées aux micro-mammifères. Donc là je parle surtout des espèces qu'on trouve en plaine notamment, avec Ixodes ricinus dont je vous ai déjà parlé, qui constitue, enfin pour lesquels ces micro-mammifères constituent vraiment un outil de nourrissage majeur. On avait réalisé par exemple cette étude dans le bocage breton en Ille-et-Vilaine, et on avait pu mettre en évidence que d'une année sur l'autre, on avait des effondrements de population, notamment du mulot, entre l'automne 2012 et le printemps 2013. Et quand on regarde après ce qui se passe au niveau des tiques qu'on collecte en passant un drap sur la végétation, et bien là, une année après une augmentation des effectifs de mulot, on a une augmentation très forte de la densité de nymphes d'Ixodes ricinus sur la végétation. Donc il y a des variations comme ça assez importantes d'une année à l'autre. En dehors de cette espèce très polyphage, en fait, il y a 3 espèces de tiques qui, elles, sont vraiment spécifiques aux micro-mammifères, Acuminatus, Apronophoris et Triangulicis, et notamment le stade adulte, on le trouve sur ces micro-mammifères. Donc si vous trouvez une tique adulte sur un micro-mammifère, c'est a priori, il y a très peu de chances que ce soit Ixodes ricinus, mais très probablement plutôt une de ces espèces-là. Alors, en ce qui concerne les pathogènes transmis, dont il y a des réservoirs chez les micromammes, on peut notamment, donc j'ai déjà évoqué le cas des Borrelia, Borrelia burgdorferi au sens large, donc qui est un complexe de pas mal d'espèces de Borrelia. Et dans cette étude, toujours au même endroit, là, on avait trouvé plus de près de 7% des campagnols roussâtres qui étaient porteurs de la bactérie, mais aussi d'autres bactéries comme Anaplasma phagocytophilum, qui est à l'origine aussi d'une autre maladie zoonotique. À une échelle beaucoup plus large, on a parlé un petit peu du mulot à collier. Donc ça, c'est une espèce qu'on n'avait pas présente, nous, dans notre étude là, dans l'Ouest. Et donc, on pourrait se demander si le gradient qui est observé à l'échelle nationale, un gradient est-ouest avec la prévalence de la maladie de Lyme, mesurée à travers l'étude du réseau Sentinelle, donc des médecins généralistes qui rapportent des cas de borréliose de Lyme, qui n'est pas une maladie à déclaration obligatoire, et qui a permis, à partir d'extrapolation statistique, d'établir ce genre de cartographie. Et donc on pourrait se demander si le mulot à collier ne pourrait pas avoir un rôle assez important en fait dans ces variations spatiales à grande échelle de la borréliose de Lyme. Bon, même si ça correspond aussi à des gradients de couverture forestière très marqués à cette échelle. Je fais une petite digression parce que je sais que vous avez une réunion une fois tous les 2 ans sur le groupe chauve-souris, mais pour évoquer qu'il y a aussi des tiques spécifiques aux chauves-souris, notamment Ixodes vespertionis, qui est plutôt inféodé au rhinolophe et au murin. Donc là, on voit bien les très longues pattes, c'est une des seules espèces, enfin c'est l'espèce de tique avec des très longues pattes qui rappelle bien l'appartenance des tiques au groupe des arachnides. Les acariens sont des arachnides. Et à côté des tiques dures, donc avec cet écusson dorsal, là, on a ce qu'on appelle les tiques molles, donc les argasidés. Et donc ça, c'est une espèce qui est plutôt inféodée au pipistrelle. Et en France, donc il y a d'autres espèces. Donc là, vous avez les différentes espèces. Il y a le Minioptère de Schreiber aussi qui héberge une tique spécifique, Ixodes simplex. Et je voulais aussi mentionner la description assez récente d'une espèce de tique qui s'appelle Ariadnae, qui a été décrite en Hongrie, dans plusieurs pays européens, dont la Belgique, pas encore en France, assez fréquemment associée au murin, visiblement. Donc là, je me dis que peut-être à travers vos récoltes, vous pourriez peut-être trouver cette espèce. Alors, en ce qui concerne les écureuils roux, il n'y a pas d'espèce de tique vraiment spécifique, mais par contre, on pense que l'écureuil a vraiment un rôle important dans l'éco-épidémiologie de la maladie Lyme, notamment vis-à-vis de l'espèce Borrelia burgdorferi sensu stricto, qui n'est pas l'espèce de Borrelia la plus fréquente quand on analyse nos tiques et qu'on cherche des outils de biologie moléculaire, les Borrelia qu'elle porte. Sensu stricto est quand même peu fréquente. Mais par contre, chez l'écureuil, visiblement, elle est assez abondante. Donc là, je rapporte une étude de Benoît Pizamnu qui avait trouvé près de 19% des écureuils porteurs de cette espèce de Borrelia.
un autre mammifère un peu plus gros que les micro-mammifères. Donc chez les hérissons, là il y a une espèce Hexagonus qui n'est pas spécifique du hérisson, mais qui est extrêmement fréquente sur le hérisson. Là c'est une photo un peu anecdotique, mais sur la porte de ce gîte, la HIZ, ils avaient montré, ils ne s'étaient pas forcément rendu compte qu'on voyait une tique sur la face de ce hérisson. Donc on sait aussi que cette tique est capable de transmettre Borrelia burgdorferi, ça a été démontré au laboratoire. Je vais passer là-dessus pour gagner du temps. Sur le lapin de Garenne, là aussi, il y a une espèce spécifique qui s'appelle Ixodes ventaloi, qui est connue pour héberger différents agents pathogènes. Sa distribution est assez mal connue. Si vous prenez cet ouvrage qui fait un peu référence et qui établit une répartition de toutes les espèces de tigres d'Europe, il n'y avait aucun point pour la France, quelques points en Angleterre, ici par exemple sur Dundee. Et en fait, à travers mes prospections en collaboration avec des collègues, j'ai pu trouver cette espèce sur pratiquement tous les îlots de la façade atlantique. Il y a aussi quelques points dans les terres, mais elles sont vraiment très largement répandues, notamment sur les îles. En ce qui concerne les musaraignes, l'espèce qui est relativement rare sur les micro-mammes, que les Anglais appellent Southern Rodent Ticks, là vous en avez ici des adultes gorgés, elle a été mise en synonyme ici avec Ixodes berezeniensis parce qu'elle a été décrite aussi là-bas. En fait, c'est une espèce qui semble assez abondante, associée aux musaraignes. Et là encore, dans des travaux de capture, de piégeage de musaraignes sur des îlots des façades atlantiques, j'ai pu trouver de façon très très fréquente cette espèce, alors qu'elle est relativement rare. Et ça rejoint des éléments de discussion qu'on a eu tout à l'heure, notamment vis-à-vis de la procédure des jardins, qui fait que sur ces îles-là, souvent, il n'y a pas de chevreuil, il n'y a pas de mammifères de relativement grande taille, donc Ixodes ricin ne pourrait pas se maintenir. Et par contre, il y a des espèces inféodées aux micromammes qui peuvent, elles, être présentes sur ces îlots. Et une autre espèce, Aponophoris, il n'y a qu'une seule localité en France connue pour cette espèce de tique, dans l'Isère. Et curieusement, alors qu'elle a été rapportée de pas mal de localités du sud-est de l'Angleterre, dans des zones maritimes, les Anglais l'appellent marsh tick, donc une espèce des zones humides, associée notamment aux ragondins, mais aussi à des musaraignes. Et en ce qui concerne la seule localité connue dans l'Isère, donc entre Chambéry et Lyon, elle a été trouvée sur des musaraignes, mais aussi sur des micro-mammifères. Donc l'idée, c'est que si vous faites des captures de micro-mammes dans des milieux type Carissay ou Tourbière, ce serait intéressant de regarder s'il n'y a pas des tiques sur ces aliments. Alors on peut trouver aussi ces espèces de tiques plutôt inféodées aux micro-mammes sur des mustélidés, sur des prédateurs de micro-mammifères. Et notamment la belette héberge assez fréquemment Acuminatus, mais on trouve aussi sur les fouines et sur les marques d'autres espèces de tiques. Et là, je voulais mentionner des travaux faits par Tim Hofmeister aux Pays-Bas, qui, en posant des caméras trappes, a montré que plus il y avait une abondance de renards, ou d'ailleurs de martres des pins, moins on avait de micromammes porteurs de larves de tiques. Donc ce qui a pour conséquence en fait une diminution de la densité des nymphes infectées, donc le stade qui peut poser problème en piquant l'homme et en transmettant aussi la bactérie. Et puis dernière photo sur les micromammes pour évoquer les gliridés. Là encore, si on regarde cette photo, vous voyez une tique sur la photo utilisée dans l'Atlas des mammifères de Bretagne. Et le muscardin héberge fréquemment Borrelia spimani. Il semblerait que le muscardin soit extraordinairement compétent pour multiplier et maintenir cette bactérie en comparaison à d'autres gliridés ou d'autres rongeurs. Donc voilà, si j'ai mis un petit logo au grand tête, c'était parce qu'on est en train de préparer dans le cadre du groupe TIC et maladies à tic. Donc je suis un des 3 co-animateurs, un groupe qui est rattaché à la Société française d'écologie et évolution. Donc les Anglais, ont déjà leur atlas, il y a déjà eu, j'ai évoqué cet ouvrage à l'échelle européenne, mais il y a encore pas mal de données à acquérir. Donc je voulais terminer en remerciant les financeurs des différents projets que j'ai évoqués, les collègues des laboratoires, et puis surtout, c'est l'occasion pour moi de citer tout un tas de collègues, et je m'excuse auprès de ceux que je n'ai pas cités là, mais tous les collègues qui ont pu me permettre d'examiner ces mammifères, et puis éventuellement de me transmettre des tiques. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Question, un petit point qui m'interpelle. Vous parliez de tiques qui se maintiennent sur des grosses espèces de mammifères et qui peuvent parler sur des petites. Elles sont quand même petites, les tiques. Il n'y a pas assez de sang dans un petit mammifère pour satisfaire leur cycle. En fait,
pendant le cycle, typiquement, Exodes rictus, les larves ou les nymphes vont faire leur repas de sang sur les micromames, mais la femelle adulte, en fait, elle va pomper un tel volume de sang que ce ne sera pas suffisant pour faire son... Donc elles ne choisissent pas, elles ne se gorgent pas sur les micromames. En fait, même si elle se gorge, elle fait 100 fois son volume, son poids à la fin du repas de sang, en plus c'est du sang concentré, quoi. C'est-à-dire qu'elle va recracher avec sa salive, elle va faire un repas de sang qui dure 6 à 10 jours, et donc ça veut dire qu'elle va concentrer le sang, donc... de fait, on observe très rarement des Exodes ricinus adultes sur des microbes. Oui, bonjour, ici. Un étonnement. Vous avez cité que les antholoïdes dans le rôle de la myxomatose. Or, moi j'en étais resté aux travaux de Joubert, Picavel, etc. Comme quoi les tiques ne pouvaient pas jouer sur la polymérène de rôle de la myxomatose. Puisqu'effectivement, comme vous venez de le dire, ils pouvaient accomplir un cycle d'alimentation complet. Et donc ils changeaient automatiquement de mot entre chaque repas. Donc là, je suis un peu surpris, c'est nouveau comme découverte ou c'est... Oui, alors là, effectivement, même pour moi aussi, c'était quelque chose que je considérais... je n'avais pas vu trop l'implication d'éthique, mais c'est des travaux notamment en Espagne, avec... l'idée, c'est pas de remettre en cause l'implication des puces, mais il semblerait que ne serait-ce qu'à travers la piqûre des tiques, il puisse y avoir aussi des transmissions, un certain nombre de cas où il y a d'autres agents pathogènes. Ce que je voulais évoquer, c'est qu'il y a d'autres agents pathogènes qui peuvent être aussi transmis par les tiques que les bactéries que j'ai évoquées dans le cas du lapin. Oui, bah alors justement, je rebondis là sur ces autres agents pathogènes. Bah, tu sais peut-être en ce moment, là, il y a une équipe là, qui commence à travailler sur des hénipavirus. C'est des virus plutôt asiatiques, Chine, tout ça. Et on s'est aperçu récemment qu'ils sont transmis par des musaraignes en Europe, notamment en Belgique. Et donc là, avec Violaine du muséum, la SFEPM, par le biais des spécimens de musaraignes qu'on collecte dans le programme Espèces cryptiques. Donc on alimente le CIRI à Lyon, donc c'est l'équipe de Olivier Reynard qui travaille sur ces hénipavirus. Et donc là je me posais la question, est-ce que toi aussi tu as cette approche, est-ce que les tiques pourraient être vectrices de ces hénipavirus qui sont pour l'instant très très mal connus en Europe, quoi? Alors, je ne connais pas précisément le cas de cette espèce de virus, de ces virus-là. Effectivement, il y a pas mal de micromammifères qui ont le rôle de réservoir. Après, par exemple, il y a les hantavirus où ce n'est pas des maladies vectorielles. La transmission du virus, même si le réservoir sont les micromames, un certain nombre d'espèces de micromames, il n'y a pas besoin, il n'y a pas d'implication d'un arthropode vecteur. Là, je n'ai pas précisé un petit peu le cas ce qu'on appelle une maladie vectorielle, le fait qu'il y ait une multiplication des agents pathogènes à l'intérieur de l'arthropode. C'est le cas par exemple pour la maladie Lyme. Alors c'est aussi peut-être une différence quand on évoquait la myxomatose. Il peut y avoir des fois des transmissions juste mécaniques d'un virus qui va être transmis rapidement sans que le virus se soit multiplié. Et là c'est un autre cas de figure. Mais je me suis perdu un peu dans ma réponse. Mais en ce qui concerne les musaraignes, donc nous, oui, pour les virus, on recherche, pour les virus notamment, il y a l'encéphalite attique qui est présent, il y a des foyers quand même assez réguliers dans l'est de la France, là, mais là aussi c'est un virus qui peut être transmis, il y a eu un foyer à cause de consommation de fromage ou lait cru, qui n'est pas uniquement transmis de façon vectorielle, il peut aussi y avoir d'autres modes de contamination. Donc voilà, il faudrait faire des études et démontrer la compétence vectorielle de façon expérimentale. Ça nécessite vraiment une étude assez complexe, enfin c'est faisable, mais voilà, quand on trouve de l'ADN dans une tique par exemple, ça peut être un virus ou une bactérie qui n'est plus vivante, et ça ne veut pas forcément dire que cet arthropode va avoir la capacité à transmettre le virus, ce qu'on appelle vraiment la compétence vectorielle. Du coup, si on veut t'envoyer des tips, aider ou participer, est-ce que tu as une adresse mail ou une adresse à communiquer aujourd'hui? Oui, mon adresse. J'ai ramené quelques sachets d'Eppendorf aussi que je pourrais vous transmettre, quelques petits articles. Mais oui, j'aurais dû donner mon adresse mail, c'est olivier.plantard@inrae.fr. Donc c'était un petit peu effectivement mon idée, c'est que si vous récoltez des tiques, ça a permis déjà un certain nombre de données tout à fait intéressantes. Donc c'était pour moi l'occasion de vous en parler aujourd'hui. Dernière question. Merci. Nathalie Lacour, docteur vétérinaire. La belette est classée dans un seul département français, dans le Nord-Pas-de-Calais, espèce susceptible d'occasionner des dégâts. Est-ce que vous avez pensé à vous rapprocher des fédérations des chasseurs et des piégeurs agréés
pour éventuellement étudier cette espèce plus facilement? Oui, alors, en fait, je me rappelle avoir contacté des fédérations de chasse ou des piégeurs dans l'est de la France, notamment pour me procurer Exodes rugicolis, là, qui est une espèce qui est plutôt un féodéo martre qu'on trouve dans l'est de la France. Et bon, je n'avais pas reçu de matériel, mais ce que j'avais entendu, c'est que... Dans le Nord-Pas-de-Calais, la belette. Oui, non, mais je voulais juste faire référence qu'après, j'ai eu des échos comme quoi... mes sollicitations étaient utilisées pour dire bon voilà, c'est une motivation supplémentaire pour les piéger parce que vous voyez, ils sont des réservoirs de pathogènes, etc. Donc maintenant j'utilise ça avec précaution. D'accord. Mais après c'est vrai que ça peut être un moyen effectivement. Merci.